Bon, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce Croc Futur numéro 2. Bienvenue aux retardataires qui nous rejoignent actuellement. On vous propose aujourd'hui de vous expliquer et de débattre avec vous d'une étude prospective menée par Grenoble Alpes Métropole qui s'appelle l'étude des scénarios de neutralité carbone. On va commencer par vous présenter rapidement le contexte et le genèse de l'étude et qui nous a amené à poser cette réflexion-là. Ensuite, on rentrera un peu dans l'explicitation de ce qu'est la neutralité carbone, des objectifs qui ont été associés à l'étude. On rentrera dans pourquoi les scénarios de l'ADEME dans la démarche de territorialisation, quels sont ces scénarios, quelques grands enseignements qu'on essaiera de présenter en fin de présentation. Alors, sur la genèse de l'étude, donc comme vous le savez, la métropole dispose depuis 2005 d'un plan climat, premier territoire de France à disposer d'un plan climat, et en février 2020 a été délibéré le dernier plan climat de la métropole. Et en fait, dans ce plan climat, on avait déjà des objectifs très ambitieux, qui étaient notamment donc de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre du territoire par rapport à 2005, qui était la date du premier diagnostic d'émissions de gaz à effet de serre du territoire, donc moins 50% par rapport à 2005, fixé à 2030. Je précise ici que d'ailleurs cet objectif a été requantifié au regard d'une autre année de référence, qui est une référence internationale, qui est l'année 1990, donc, qui permet aussi de nous comparer par rapport aux objectifs internationaux, où on sait que du coup on est sur une trajectoire de moins 65% à l'horizon 2030 par rapport à 1990. Et donc voilà, ce plan climat, il fixait des objectifs ambitieux, mais ce qui a été tout de suite relevé au moment de la délibération du plan climat, c'est que bien qu'ambitieux, ces objectifs-là, ils nous permettaient pas de nous placer sur la trajectoire de neutralité carbone. En fait, ils permettaient pas, d'atteindre cet objectif-là de neutralité carbone. Et donc, dès le départ, a été ajouté dans le plan d'action du plan climat ce qu'on a appelé la fiche action 0, donc comme 0 comme étant le préalable à tout, et dans laquelle on demandait du coup d'étudier des scénarios de rupture, qui d'un point de vue sémantique, quand même assez intéressant de dire il faut une rupture, alors une rupture certes dans la courbe des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi une rupture d'un point de vue symbolique dans les modes de vie, la manière de se déplacer, d'habiter, de consommer, de vivre le territoire, etc. Et donc, on a eu ce début d'étude en se disant il faut qu'on parte de cette notion-là de comment est-ce qu'on fait des scénarios de neutralité carbone. Et c'est là que je me permets de vous expliquer ce qu'est justement cette notion de neutralité carbone, parce que c'est quand même la base de tout et très important à avoir en tête. Alors, ce qu'il faut comprendre, alors ceci n'est pas un chandelier mais une balance, c'est que la notion de neutralité carbone, c'est un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et la capacité de la planète à absorber ces mêmes émissions anthropiques. Et en fait, l'intérêt de cette notion de neutralité carbone à l'échelle planétaire, c'est que quand on atteint cet objectif-là d'un point de vue international, on stabilise immédiatement, de manière immédiate, l'élévation des températures de la planète. En fait, on a besoin d'atteindre cet objectif-là. C'est la condition sine qua non. Donc, en partant de ce point de vue-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu ensuite avoir des négociations internationales pour pouvoir atteindre cet objectif. Et donc, ça s'est transcrit dans les accords de Paris de 2015, où les États se sont accordés pour dire ok, on va vers cet objectif de neutralité carbone, et donc les États ont dit on va faire de la neutralité carbone. Sauf que la difficulté, c'est que quand on commence à territorialiser cette notion de neutralité carbone, donc elle a son sens à l'échelle planétaire, mais quand on commence à regarder à l'échelle des États, on commence à avoir des difficultés, parce qu'on va avoir des territoires qui sont plus émetteurs que d'autres qui vont être plus séquestrateurs parce qu'ils disposent de forêts, de terres agricoles, etc., etc. Donc ce qui s'est passé, c'est que à Paris 2015, on s'est mis d'accord pour dire ok, neutralité carbone. C'est là où je rentre dans un petit détail pour que vous ayez un peu la visibilité des classifications internationales des émissions de gaz à effet de serre. Je fais très simple, on appelle ça les scopes.
Donc vous avez les scopes 1, scope 2 et scope 3. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les accords de Paris, on s'est accordé pour dire on est d'accord pour faire la neutralité carbone, mais uniquement là-dessus. Donc en fait, l'idée, c'est de dire le scope 1 et le scope 2, globalement, c'est les émissions territoriales, cadastrales, donc émises directement par mon territoire. Le scope 3, c'est les émissions importées. Donc c'est celles qui viennent de l'extérieur, mais dont je suis responsable, de par le mode de consommation de mon territoire. Donc typiquement, le jean produit en Chine, les émissions qui sont associées à la chaleur qui a été produite pour le faire, etc., etc., le transport, eh ben, elles rentrent dans le bilan scope 3 de ce même territoire. Donc, ce qu'on peut se dire a priori, c'est que si tout le monde respecte cet engagement du scope 1 et scope 2, eh ben, ça fonctionne. On pourrait considérer que ça marche parce que tout le monde pourrait dire j'ai réussi territorialement, moi je suis positif sur scope 1, scope 2, donc ça fonctionne. Donc voilà sur ce quoi on s'est engagé en 2015. Il faut aussi préciser qu'on a du mal à aller sur un engagement qui puisse comptabiliser les émissions scope 3, tout simplement parce que le sujet de la comptabilisation du scope 3 est encore un sujet de recherche. On a encore énormément de difficultés à développer des méthodologies standardisées, à se mettre d'accord pour dire on le compte de cette manière. Alors il y a des estimations qui existent à partir notamment des comptabilisations de flux économiques, etc., à l'aide des douanes, qui nous permettent de dire, d'après les estimations nationales, que grosso modo au niveau national, ça représente 50% des émissions nationales françaises et ça 50%. Donc voilà où on en est. Et donc ce qui se passe, nous, quand on réfléchit à cette étude de scénario de neutralité carbone sur le territoire de la métropole, alors je vais avoir du mal à faire la métro, mais à faire l'ours qui danse, on va faire un M, et on va même écrire gamme. Ce qui se passe, c'est, nous, on a envie de travailler sur cette question de neutralité carbone, on a envie de comprendre comment la métropole, elle peut prendre sa part dans cet objectif international, et donc on part de cette réflexion-là, et il a fallu très vite se poser comme base, en fait, c'est quel objectif on va associer à la neutralité carbone. Comment nous, on va faire notre définition de la neutralité carbone. Parce que si on se contentait de dire on va réfléchir uniquement d'un point de vue scope 1 plus 2 pour définir notre trajectoire de neutralité carbone, on pourrait tout simplement aller vers des mesures complètement loufoques qui consisteraient à dire je vais simplement exporter mes industries consommatrices d'énergie en Chine et d'un point de vue scope 1, scope 2, je peux atteindre la neutralité carbone très facilement finalement. Parce que tout ce qui est consommateur d'énergie, je le renvoie dans mon scope 3 chinois puis finalement le bilan global sera d'autant plus mauvais parce qu'il y aura eu encore plus de transport, j'aurais perdu des emplois sur mon territoire, je ne créerai plus de richesse, enfin c'est complètement débile quoi. Donc ce qu'on a défini comme objectif à l'étude, c'était de dire puisque de toute manière on est obligé de se conformer à ce truc scope 1, scope 2 parce que c'est ça qu'on sait compter et c'est les accords de Paris, eh ben on va viser la neutralité carbone sur le scope 1 et le scope 2 dans les scénarios de l'ADEME. En revanche, ce qu'on va regarder à chaque fois, c'est que chaque scénario ne dégrade pas le bilan scope 3 de la métropole. Donc c'était le garde-fou méthodologique qui nous permettait de pas justement partir dans des trajectoires qui seraient déconnectées du bilan global empreinte de notre territoire. Et donc, on est parti sur la territorialisation des scénarios de l'ADEME. Je laisse la parole à Isabelle. Alors, avant de commencer, je voulais quand même vous dire que c'est un travail qui est très très riche, qui a été réalisé par l'ADEME. Et moi, je vais vous l'aborder ce matin de façon très très simplifiée. Donc, je vais vous donner quelques grandes clés et je vous invite vraiment à aller ensuite sur le site de l'ADEME. Enfin, j'espère que ça vous donnera envie d'aller sur le site de l'ADEME pour approfondir un petit peu tous ces éléments. Donc l'ambition du projet de l'ADEME, ça n'était pas comme on peut le voir dans d'autres démarches prospectives de dessiner une trajectoire idéale, mais on était bien en objectif d'identifier plusieurs chemins possibles pour atteindre la neutralité carbone dont vient de nous parler Clément. Et c'est un travail qui a été voulu vraiment le plus complet possible dans une approche systémique. Donc ça s'est étalé sur 2 ans, ça a mobilisé de nombreux experts d'énormément de disciplines, climat, énergie, économie, sociologie, etc. Et l'objectif, c'était de poser des choix, des grands choix stratégiques et d'en évaluer les conséquences.
pour au final éclairer des débats sur des grands choix de société à mettre en œuvre à court terme. Donc cet exercice a abouti à la construction de 4 scénarios qui mènent tous à la neutralité carbone en 2050 avec des choix technologiques et des choix de société très contrastés. La méthodologie qu'a suivi l'ADEME, elle a construit pour chacun des scénarios tout d'abord un récit cohérent qui décrit les grandes orientations dans chaque secteur économique et social, notamment l'habitat, l'alimentation, l'industrie, mais aussi les valeurs de la société, les échelles de décision, les rapports entre les espaces urbains et ruraux. À partir de ces récits cohérents, il y a eu une transformation en hypothèses quantitatives qui ont alimenté derrière une modélisation. Et cette modélisation a nécessité plusieurs itérations pour ajuster les paramètres et atteindre cette neutralité carbone. Donc les premiers rounds de modélisation n'atteignaient pas la neutralité carbone, donc il a fallu aller plus loin dans l'action. Et enfin, la dernière étape, ça a été une analyse multicritère des scénarios, qui est d'ailleurs en cours encore, hein, ça n'est pas terminé, avec par exemple une analyse de la pression sur les ressources telles que l'eau ou la biomasse, l'analyse du mix électrique, les matériaux, des évaluations aussi macroéconomiques sur l'emploi, sur l'investissement aussi, parce que ça coûte cher, sur l'acceptabilité sociale. Donc il y a eu vraiment la volonté aussi d'évaluer tout ça. On peut les classer selon deux grandes orientations. Donc d'un côté, on a des scénarios qui sont plutôt basés sur des logiques de sobriété, donc on consomme moins, de mutualisation, on est aussi dans l'économie du partage, et puis dans la recherche d'efficacité. Donc ce sont les scénarios qui sont plutôt à gauche. Et quand on va vers la droite, on est plutôt sur des scénarios qui s'appuient sur des leviers de substitution, donc substitution en matière de sources d'énergie, et sur la compensation. La compensation, c'est la captation du carbone technique. Captation et stockage. Voilà, captation et stockage, merci. Donc notre premier scénario, que l'ADEME a appelé génération frugale, et met vraiment l'accent sur cette question de sobriété. Donc je vais vous lire la façon dont l'ADEME le synthétise. Donc ce scénario de génération frugale s'appuie sur des transformations importantes dans les façons de se déplacer, de se chauffer, de s'alimenter, d'acheter et d'utiliser des équipements, permettent d'atteindre la neutralité carbone sans impliquer de technologies de captage et de stockage de carbone non éprouvée et incertaine à grande échelle. Donc on a bien cette volonté de ne pas aller vers des technologies qui ne sont pas matures aujourd'hui. Et donc de nouvelles attentes des consommateurs, mais surtout de nouvelles pratiques, s'expriment rapidement dans les modes de consommation. On est sur quelque chose de très rapide, une prise de conscience des citoyens et donc un changement majeur dans les modes de consommation. La croissance de la demande énergétique qui épuise les ressources et dégrade l'environnement s'interrompt grâce à des innovations comportementales, organisationnelles et technologiques. La transition est conduite principalement grâce à la frugalité par la contrainte et par la sobriété. Donc on est aussi dans un scénario où ça ne se fait pas tout seul et il y a des contraintes qui sont posées sur la consommation des citoyens. Si on prend quelques exemples d'hypothèses, dans l'alimentation, par exemple, on a une consommation de viande qui est divisée par 3. Au niveau de la mobilité, on a aussi une baisse très marquée des distances parcourues individuellement, d'environ 1/3, et on a un très fort développement de la marche à pied et du vélo qui représente la moitié des trajets en 2050. On a une construction neuve qui est très très limitée, avec en parallèle une rénovation massive des bâtiments, un réinvestissement aussi de bâtiments non utilisés. On voit par exemple que les résidences secondaires se transforment en logements principaux dans ce scénario. On a des innovations techniques qui sont très limitées, on est sur le règne vraiment des low-tech.
on réutilise, on répare, on est aussi dans cette économie circulaire. En termes d'organisation du territoire, on est sur un phénomène de démétropolisation avec en faveur des villes moyennes et des zones rurales. Cette donc transition est conduite dans ce scénario par la frugalité contrainte et la sobriété, je l'ai dit tout à l'heure. Un risque a été identifié par l'ADEME sur cette question des mesures contraignantes qui ne sont pas forcément acceptables par tous. Et donc le risque identifié, c'est un risque de clivage dans la société qui peut être assez fort, qui peut aller jusqu'à des manifestations violentes. Dans le deuxième scénario, coopération territoriale, on a une société qui se transforme dans le cadre d'une gouvernance partagée de coopération territoriale. On trouve des consensus entre tous les acteurs, donc les ONG, les institutions publiques, le secteur privé, la société civile. Tout le monde se met autour de la table et on trouve des voies de coopération pragmatiques qui permettent de maintenir la cohésion sociale. Pour atteindre la neutralité carbone, la société mise sur une évolution progressive, mais quand même à un rythme assez soutenu du système économique, et donc vers une voie durable qui allie à la fois sobriété et efficacité. La consommation de biens devient mesurée et responsable, et là aussi on a un partage des biens qui se généralise. Sur quelques exemples d'hypothèses sur ce scénario, on voit la mise en place d'une fiscalité environnementale. On a aussi sur l'aspect mobilité par exemple une maîtrise de la mobilité, on voit les distances parcourues diminuer, on a du report modal, un peu moins fort que dans S1 mais il existe quand même. On est aussi sur une logique de réindustrialisation des secteurs clés, donc on ramène de la production localement. Et puis on assiste aussi à une reconquête démographique des villes moyennes, donc une organisation territoriale un peu différente. On a un mix énergétique qui est dominé par la biomasse et on a une électricité qui est essentiellement décarbonée. Il y a une attention assez forte qui est apportée aux puits de carbone naturels et on a un appel aux technologies de captation de CO2 techniques limité à ce qui existe aujourd'hui en fait sur les grandes industries chimiques, etc. Donc il y a un risque là aussi qui est identifié par l'ADEME dans ce scénario, qui est que la recherche du consensus entre tous les acteurs peut freiner l'action et du coup mettre en péril l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Ensuite, si on passe au troisième scénario, donc là on passe à la moitié, on est plus orienté technologie dans ce scénario-là. Et donc ce développement technologique permet de répondre aux défis environnementaux plutôt que les changements de comportement vers plus de sobriété. Dans ce scénario-là, les grands gagnants sont les métropoles. On assiste à un développement très fort des métropoles. On a de la technologie, du numérique dans tous les secteurs de la vie. Et les meilleures technologies sont déployées largement et accessibles de manière généralisée aux populations solvables. Donc j'insiste un peu sur cette question de solvable parce que dans ce scénario, ça coûte cher et tout le monde ne peut pas accéder forcément à toutes ces technologies. Donc parmi les hypothèses majeures de ce scénario, on a notamment une volonté de déconstruire largement le bâti existant et de le reconstruire pour l'amener vers plus d'efficacité et y intégrer ces technologies. Pour la mobilité, on a une recherche d'efficacité qui prime. On a un report modal qui est relativement faible et en fait les efforts sont vraiment concentrés sur l'accélération de la décarbonation des flottes et en particulier l'électrification des véhicules. On a des tendances de consommation qui se poursuivent puisqu'on a décarboné l'énergie, donc on peut continuer à consommer. Et on a un recours à la biomasse qui est maximal dans ce scénario, avec une grande diversification des usages. Donc on utilise la biomasse dans énormément de secteurs, ce qui interroge quand même dans ce scénario. Donc on a deux risques qui sont identifiés.
Tout d'abord, des effets rebonds de consommation d'énergie et de matière qui peuvent être significatifs. Déconstruire largement les bâtiments pour les reconstruire, ça consomme quand même de la matière. Et puis, je le disais au début, des questions qui se posent sur les populations les plus pauvres, qui pourraient avoir des difficultés à accéder aux besoins de base dans ce scénario. Et enfin, le dernier scénario, donc le pari réparateur, qui lui est très appuyé sur les technologies. Donc c'est un scénario où finalement on ne modifie pas les modes de vie, on reste sur cette société très consumériste, voire ça s'accentue. Mais voilà, ce foisonnement de biens consomme beaucoup d'énergie et de matière avec des impacts potentiellement forts sur l'environnement. Mais la société place en fait sa confiance dans la capacité à gérer et à réparer ces systèmes sociaux et écologiques avec plus de ressources matérielles et financières pour conserver un monde vivable. L'ADEME nous disait même dans ses présentations que dans ce scénario, on va chercher des matériaux sur d'autres planètes. Enfin, c'est quand même un scénario. Elon Musk. Ouais, voilà. Son surnom scénario. C'est ça. Voilà. Et dans ce scénario, on a aussi un très fort développement de la captation technologique du CO2. Donc je le redis, des techniques qui ne sont pas matures aujourd'hui et dont on ne connaît pas non plus l'impact environnemental, parce que l'idée quand même c'est de capter ce CO2 et de le réinjecter dans le sol. Donc voilà, de grandes inconnues à la fois sur la capacité à faire et sur les conséquences derrière que ça peut avoir. Donc les hypothèses dans ce scénario, on reste sur de la consommation de masse, on poursuit de l'agriculture intensive. On a aussi une poursuite de l'étalement urbain, on n'est pas du tout dans ces logiques de sobriété. Les risques identifiés sont la consommation de matière et puis la question des technologies non matures, je l'ai déjà dit. En termes de grands enseignements que nous livre l'ADEME, c'est que la neutralité carbone, ça va être un chemin assez difficile à atteindre. Que ça repose sur des paris forts, à la fois humains et technologiques, même s'ils diffèrent selon les scénarios. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que tous les scénarios comportent une part de risque et qu'il va falloir naviguer avec cette incertitude dans les choix à faire. Donc l'ADEME a formulé un certain nombre de recommandations qui sont tout d'abord d'agir immédiatement, parce qu'on a quand même des transformations sociales et techniques, quel que soit le scénario, qui sont profondes et qui mettront du temps à produire des effets. Si on agit aujourd'hui, on verra quelque chose dans 10 ou 15 ans peut-être, mais pas tout de suite. La réduction de la demande en énergie et la maîtrise de la consommation des ressources sont des facteurs clés de l'atteinte de la neutralité carbone. Donc cette question de la consommation est quand même au centre aussi des préoccupations. Une préoccupation très très forte aussi sur la préservation du vivant, qui est un des atouts principaux de la transition via 3 leviers. Donc tout d'abord le stockage de carbone, mais aussi la production de biomasse et la réduction des gestes. Et puis, dans tous les scénarios, en 2050, l'approvisionnement énergétique repose à 70% sur les énergies renouvelables, avec comme principal vecteur énergétique l'électricité. Donc, une nécessité de développer dès à présent ces énergies renouvelables. En fin d'exercice, l'ADEME a posé 5 grandes problématiques de débat. Qui sont, alors je vais le faire très vite, mais la question de la sobriété, jusqu'où doit-on aller dans la sobriété, et ce qui renvoie aussi à la question de l'équité sociale. Une question aussi sur peut-on s'appuyer uniquement sur les puits naturels de carbone pour atteindre la neutralité, ce qui renvoie aussi à la question de l'artificialisation des sols, la préservation, l'adaptation de la forêt. Donc il y a un gros enjeu sur cette question de la préservation et l'adaptation de la forêt.
un débat aussi sur qu'est-ce qu'un régime alimentaire durable, jusqu'où on va dans la limitation de la consommation de viande. Est-ce qu'on la limite d'ailleurs? C'est des débats qu'on entend beaucoup en ce moment. Une question aussi sur l'économie du bâtiment. Est-ce qu'on rénove? Est-ce qu'on continue à artificialiser? Est-ce qu'on reconstruit, déconstruit, reconstruit? Et puis, une question aussi assez forte sur la question du modèle industriel. Donc, selon les scénarios et le niveau de consommation, il y a quand même un impact sur la production industrielle qui peut être assez fort avec une diminution du nombre d'industries qui pose des questions aussi sur l'emploi. Et puis aussi sur les questions de décarbonation des process de production et d'optimisation. Voilà, donc on est parti de tout ça localement et pour travailler sur le territoire métropolitain, a été mis en œuvre une modélisation locale, donc très simplifiée par rapport à ce qu'a fait l'ADEME, hein, puisque voilà, il n'y a pas eu 200 de travaux derrière, il y a 6 mois de travaux à peu près. Quand je dis simplifié, c'est quand même 650 paramètres qui ont été modélisés, donc c'est déjà un gros travail. Ce que je peux dire aussi, c'est que par rapport à l'exercice de l'ADEME, on a fait des hypothèses générales locales, notamment sur la question de la température. Voilà. Donc sur la température, on a fait une hypothèse locale d'un réchauffement un peu plus important que celui de l'ADEME, parce que on s'est aligné en fait sur le fait que dans les Alpes, le réchauffement est plus rapide. Et on a fait aussi des hypothèses démographiques différentes de ce qui a été fait dans les scénarios ADEME. Les scénarios ADEME sont à l'échelle nationale, donc il y a une seule hypothèse démographique et qui est appuyée en plus sur des projections ONFAL un peu anciennes, puisqu'il n'y en avait pas d'autres à l'époque. Localement, on a fait des hypothèses démographiques différentes selon les scénarios, puisqu'on a cette organisation du territoire qui est différente. Dans S1, on a un exode vers les zones rurales et les villes moyennes. Donc on a fait une hypothèse de décroissance de la population de la métropole. Dans coopération territoriale, cet exode vers les zones rurales est moindre. Donc on a fait l'hypothèse d'une stagnation de la population métropolitaine. Dans le scénario S3 technologie verte, là c'est vraiment les métropoles qui aspirent le reste du territoire. Donc là on a fait une hypothèse de croissance démographique assez forte pour la métropole. Et dans Paris réparateur, on a une hypothèse de poursuite de l'étalement urbain. Donc grosso modo on est sur les hypothèses de tendance actuelle. J'en parle parce que c'est quand même dans l'exercice un élément assez majeur dans les résultats, puisque finalement on modélise bien des émissions de GES de l'activité sur le territoire. Donc plus on a de monde sur le territoire et plus on consomme et plus les émissions de gaz à effet de serre sont importantes. C'est un petit peu la difficulté, c'est ce que disait Clément tout à l'heure. Le fait d'essayer de travailler sur la neutralité carbone sur une petite échelle, finalement, ça nous induit des biais de raisonnement qui sont voilà. Ce qui fait que d'ailleurs dans les scénarios, le paramètre qui fait le plus moduler le bilan émission de GES, c'est la démographie. Pour vous donner la suite de cette démarche-là, donc là on est dans la finalisation de cette étape où il nous a fallu territorialiser les scénarios, aller challenger, alors pas les 650 paramètres, mais voilà, beaucoup d'entre eux pour regarder si les hypothèses de l'ADEME, elles collaient à la réalité locale du territoire, si tout ça était vraiment réalisable, envisageable. Donc on est en train de finaliser cette démarche-là de territorialisation des scénarios. L'idée maintenant, c'est que on va avoir 4 scénarios, 4 trajectoires tranchées. L'idée, c'est pas que nos décideurs choisissent un scénario. Hein, quand on fait de la prospective, l'idée, c'est pas de choisir un scénario, mais c'est de pouvoir alimenter les débats, pouvoir soutenir les élus dans la prise de décision de la nouvelle trajectoire bas carbone qui sera redéfinie, parce qu'effectivement, c'est ça l'ambition. L'idée, c'est que on puisse aboutir à une révision du plan climat pour se recaler sur cet objectif-là 2050 en définissant un point de passage à 2030. Et tout ça viendra se compléter
en parallèle des propositions qui sont, vous devez le savoir, actuellement portées par la Convention citoyenne pour le climat. Donc ça fera partie de la mise initiale, les enseignements de l'étude et les propositions de la Convention citoyenne pour la révision du plan climat. En parallèle, là, sur cette étude, ce qui va se passer là à partir de début octobre, c'est qu'on va avoir un groupe d'élus composé donc de représentants de tous les groupes politiques de la métropole, des présidents de commission et de 4 vice-présidents qui sont les vice-présidents aux mobilités, à l'urbanisme, au logement et à la participation citoyenne, qui vont venir s'approprier des enseignements des scénarios. Et en fait, avec l'aide de notre équipe de prestataires, travailler à une appréhension, à essayer de définir qu'est-ce qui fait consensus, qu'est-ce qui fait dissensus. Et l'idée, c'est qu'ils puissent remodéliser, retravailler sur des combinaisons d'actions en retenant peut-être des hypothèses de tel ou tel scénario et d'essayer de voir par une modélisation itérative si ça peut nous permettre d'atteindre les objectifs 2050. Tout ça avec une grosse prudence à avoir sur la cohérence, évidemment, parce que là, l'avantage de ces scénarios, c'est que certes, ils sont tranchés, mais ils sont au moins cohérents entre eux. Donc l'idée, c'est que quand on va retravailler avec les élus, il y a ce souci-là d'avoir des combinaisons d'actions qui certes puissent nous permettre d'atteindre les objectifs qu'il faudra modéliser, mais en regardant effectivement qu'on ne prenne pas des choix complètement incohérents. Et donc voilà, donc cette étape, elle va se passer entre début octobre et a priori le mois de mars de l'année prochaine. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir, en parallèle de ça, mener donc toute la démarche autour de la Convention citoyenne. Donc il y a un conseil métropolitain extraordinaire qui va avoir lieu déjà le 14 octobre où les citoyens vont présenter leurs propositions. Il faut savoir que notre équipe de prestataires est aussi mobilisée pour modéliser les propositions de la Convention citoyenne. Donc on a quand même une forte articulation entre les deux démarches. Et donc ensuite on aura une instruction technique des propositions de la Convention durant l'hiver. Qu'en fait on va avoir un peu un point de passage au printemps 2023 où on aura les grands résultats de ces deux démarches et qui seront la mise initiale pour les élus pour ensuite redéfinir le plan climat à horizon, si possible, éventuellement 2024, ce qui nous permettrait sur 6 ans d'avoir cette échéance 2030, point de passage 2030, et ensuite de se replacer sur la trajectoire de neutralité carbone 2050.